Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, je suis ravie de vous accueillir ce soir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la pauvreté, ce 17 octobre, demain, nous avons la lourde tâche et puis plutôt le déplaisir de vous parler de la précarité galopante ce soir. Je dis déplaisir car évidemment le combat est ardu, il faut beaucoup de force aux travailleurs de terrain, il faudra beaucoup de courage à nos élus politiques pour prendre ce problème à bras-le-corps car sans être expert, on le sent bien, le problème ne s'arrangera pas de sitôt et si on n'agit pas immédiatement avec vigueur sur ce fléau qu'est la pauvreté chez nous aujourd'hui en 2021, après la pandémie, eh bien on est foutu. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir deux femmes formidables. Alors, je le sais, et c'est vrai, mais elles m'envoient déjà des regards courroucés parce qu'elles détestent qu'on parle comme ça d'elles. Et pourtant, je vous assure que ces femmes sont formidables. Nous avons Christine Mailly avec nous ce soir. Bonsoir Christine. Bonsoir. Secrétaire générale, on vous connaît, du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et Laurence Noël. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Laurence, vous êtes collaboratrice scientifique à l'Observatoire de la santé et du social pour la région Bruxelles-Capitale. Vous collaborez donc à l'Observatoire depuis quelques années, vous êtes experte et vous avez tenté d'étudier ce phénomène de précarité et de non-recours. Voilà, on l'appelle le non-recours surtout. Vous êtes d'ailleurs l'autrice de plusieurs rapports, dont une grosse enquête, non-recours au droit, publiée en 2017 dans le cadre d'un rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté. 4 ans plus tard, Laurence Noël, les constats restent les mêmes et se confirment, s'accentuent, on va même dire, après la vague Covid évidemment. Vous mettez en garde d'ailleurs contre un risque d'invisibilisation statistique et sociale important et une précarité accrue. Alors pour replanter le décor, on va d'abord commencer par se demander c'est quoi un non-recours, Laurence Noël? Alors le non-recours, c'est une situation dans laquelle une personne a des droits, un droit à un service ou par exemple au droit à l'assurance chômage et n'en bénéficie pas. Elle est éligible mais elle ne l'utilise pas. Et pourquoi? Alors, il y a plein de raisons à ça. Nous, on a donc étudié la précarité, la précarisation par le non-recours au droit et on a identifié 4 grosses situations. La situation la plus fréquente qu'on a vue sur le terrain, c'est le non-accès. C'est vraiment la personne, elle sait qu'elle est éligible, elle va demander, elle se présente au guichet, mais elle ne reçoit pas son droit. Pour plein de raisons, parce que c'est le parcours du combattant, elle est réorientée tout le temps, elle doit suivre le dossier, elle doit faire la file, elle doit téléphoner. Enfin voilà, c'est très difficile, elle se perd dans les méandres du parcours du combattant. La deuxième grosse situation, c'est la non-connaissance. Elle connaît pas très bien les conditions, donc elle doit se renseigner, essayer d'avoir des informations, mais il y a des informations contradictoires, il y a trop d'informations, trop peu. On lui donne des informations qui parfois se contredisent. La troisième situation, c'est qu'on lui propose pas, donc là elle est au guichet, mais on lui propose pas forcément tous les droits auxquels elle peut prétendre, et donc ça c'est parce que ça se passe pas toujours très bien, parfois avec l'intervenant, l'assistant social, soit l'assistant social il est débordé, il a une centaine de dossiers à gérer, il a que 10 minutes avec la personne et il ne peut pas lui proposer, il y a des quotas en interne, etc. Et la quatrième situation, c'est la non-demande. Alors là, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, on occulte souvent cette situation-là. Or, il y a beaucoup de gens qui sont en situation de non-demande. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'ils sont éligibles, mais ils ne demandent pas. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir un problème physique ou psychique, par exemple. Donc, c'est difficile d'aller jusqu'au guichet. Ils savent qu'ils auraient droit, mais ils n'y vont pas. Soit, c'est plus souvent le cas d'un ras-le-bol. Un seuil de démarche accompli. Ils ont déjà été, ils ont déjà essayé, ils ont déjà eu des mauvaises expériences. Ils ont subi une forme de violence institutionnelle qui fait qu'ils ne veulent plus demander. C'est l'image de l'institution ou du droit, donc le fait, par exemple, de devoir aller au CPS ou d'être au chômage ou d'être handicapé. Et c'est le refus de demander ces droits. Et puis peut-être une peur, en fait, de ce monde, de cette bureaucratie, en quelque sorte. Certainement, et aussi une fierté ou un refus, une colère. On parlera de dignité aussi avec Christine Mailly tout à l'heure. Alors, l'étude que vous avez menée, vous l'avez approchée de manière différente, qualitative et quantitative en 2017, c'est bien ça. Et puis, vous avez réétudié la chose après la première vague Covid. Quelles sont les différences? Qu'est-ce qui demeure et qu'est-ce qui a évolué? Mais les gros constats demeurent, ça c'est clair. Bon, donc les personnes en situation de précarité, donc le phénomène touche tout le monde, mais les impacts sont beaucoup plus graves pour des personnes en situation de précarité, puisque si on n'a pas de revenus de remplacement ou revenus d'aide sociale, on n'a pas de revenus, on ne sait pas payer son loyer, on perd son logement. Il y a vraiment un impact très très important. Les constats restent les mêmes, donc il y a du non-recours pour plein de droits sociaux fondamentaux très importants, comme le droit à l'assurance chômage, le droit au revenu d'intégration, qui est vraiment le dernier droit, le droit à l'aide sociale, comme pour l'intervention majorée, pour des aides au logement. Donc tous les droits sont concernés par le non-recours au droit et ça va être toujours des différentes formes de non-recours qui vont être concernées. Ça veut dire que si vous étudiez
un droit, ça ne va pas être le même type de non-recours qui vont arriver le plus fréquemment. Ouais. Et donc, pour le droit à l'assurance chômage, par exemple, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès, qui n'arrivent pas à maintenir leurs droits ou à accéder aux droits. Quand on dit revenu d'intégration sociale RIS, c'est l'ancien Minimex. Donc, c'est vraiment le minimum qu'on peut réclamer, évidemment, à l'État belge pour survivre. C'est ça. Et donc, même ça, des gens n'ont pas accès parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils n'osent pas. Tout à fait. Encore en Belgique. Tout à fait. Il y a une estimation qui a été faite d'ailleurs à l'époque, mais qui est contestée, qui estimait jusqu'à 60% le nombre de personnes qui est potentiellement éligible mais qui n'y recourent pas. Bon, c'est très difficile de toute façon de quantifier cette question, parce qu'avoir exactement à un moment donné le nombre de personnes qui auraient droit et savoir, enfin voilà, c'est très difficile en Belgique parce qu'il faut estimer les revenus, etc. Mais donc les revenus, les constats restent les mêmes. Les parcours sont de plus en plus instables. Il y a des changements de plus en plus fréquents. Les personnes changent de statut parce qu'elles perdent leur travail, parce qu'elles tombent malades, parce qu'elles ont un accident, ou bien parce qu'elles sont activées, elles sont forcées de prendre un travail, d'accepter un article 60, de faire une formation. Donc il y a des ruptures dans les trajectoires et les personnes passent d'une position précaire à une autre souvent. Et donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'à chaque changement de statut, elle risque d'être en situation de non-recours. Et c'est ça qui est de plus en plus inquiétant parce que les gens restent sans revenus et le Covid n'a rien arrangé. Je poserai la question à Christine Mailly juste après aussi. Quels sont les parcours de vie de ces gens-là aujourd'hui, justement ? Est-ce que le précarisé d'hier et le précarisé d'aujourd'hui, justement pas ? Est-ce qu'on tombe dans la pauvreté plus facilement qu'avant ou en tout cas, est-ce que c'est encore plus compliqué de survivre aujourd'hui ? Ça, j'ai pas fait une comparaison avec des évolutions d'il y a de nombreuses années. En tout cas, on voit qu'il y a de l'instabilité de plus en plus forte. Et ça, l'a montré aussi quantitativement. On a aussi étudié les chiffres pour tous les Bruxellois du revenu d'intégration et on a vraiment vu que donc pour des personnes précarisées qui ont droit au revenu d'intégration, donc le minimum dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, si on étudie leur trajectoire sur 2 ans, on voit que 6 sur 10 changent de statut au minimum 2 fois sur 2 ans. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 6-7 fois. Et donc, les personnes sont de plus en plus responsabilisées, activées. Elles doivent signer des contrats, elles sont suivies. Il y a des parcours standardisés qu'elles doivent suivre, etc. Et donc, ces changements, finalement, induits par le contrôle, vont les précariser encore plus, puisqu'à chaque fois, elles vont risquer de perdre des plumes et de perdre leur revenu de remplacement ou d'aide sociale dans l'histoire. Christine Mailly, ces parcours brisés, ou en tout cas très, très, très variables, comme le dit Laurence Noël, ces parcours d'aujourd'hui, quels sont-ils, vous qui travaillez sur le terrain avec de nombreux intervenants? Est-ce que c'est... il y a 10, 20 ans, on disait, mais enfin, quand on est pauvre, c'est qu'on l'a bien cherché aussi. C'est qu'ils sont fainéants, ces gens-là, ils ne font rien. Et en plus, ils ne savent même pas aller chercher le CPS. Quels sont les parcours aujourd'hui que vous croisez, vous ? La réalité d'aujourd'hui, pour dire les choses dans la foulée, je pense, de ce que Laurence disait, c'est que moi, je prends toujours l'image un peu de la tache d'huile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hyper-conditionnalisation des droits, l'hyper-contrôle, l'hyper-sanction, l'hyper-perte de confiance, qui est qu'a priori, la personne est suspecte de ne pas être proactive, de ne pas chercher à sortir de ses problèmes, etc., génère le fait que vous avez des gens qui sont fortement dans la pauvreté qu'ils l'étaient et qui, aujourd'hui, j'ai envie de dire, vivent de façon de plus en plus cachée en essayant d'être dans la débrouille de sauvegarde qui fait qu'on garde un respect vis-à-vis de soi, j'ai envie de dire, etc. Donc c'est compliqué. La relation aux institutions devient vraiment très, très tendue, voire partiellement inexistante. On entend parfois, tiens, il y a des zones de non-droit, etc. Mais ce n'est pas les gens qui ont envie d'être dans un repli pour être violents avec le système. C'est des gens qui sont dans un repli parce que finalement, plus rien ne les connecte au système parce que le système n'a une relation avec eux que de violence, j'ai envie de dire. Et donc, à un moment donné, il y a une perte de contact. Donc, on a des gens dans la pauvreté qui y sont depuis très longtemps et qui organise une espèce de vie parallèle qui n'est évidemment pas nécessairement satisfaisante ni gratifiante. Alors cette vie parallèle, malheureusement, elle se développe aussi dans des entraides intrafamiliales, intra-amicales, ça dépend un peu, et puis aussi dans les tissus de la charité, qui est problématique, puisque aujourd'hui, ce qu'on doit vouloir pour sortir de la pauvreté, c'est une implication publique forte, et qu'on ne soit pas sur le développement de ces circuits-là qui sont de plus en plus normalisés. On normalise aujourd'hui l'aide alimentaire, on normalise la vie dans la rue, on normalise le travail pour les étudiants, le travail obligatoire, je parle, pour survivre, etc. On a l'air de dire c'est une habitude, etc. Donc il y a cette réalité-là. Et puis, il y a un peu aussi une tache d'huile aujourd'hui parce que il y a des personnes qui étaient
en partie protégés de la pauvreté, en partie, mais qui étaient fragiles éventuellement, etc., mais qui sont aujourd'hui précipités dans la pauvreté par la fragilisation des contrats de travail, par exemple. Le fait de travailler à l'heure, le fait d'être dans des plateformes, mais qui exploitent, qui ne donnent pas de contrats, etc. Les populations, évidemment, sans papier, qui pourtant travaillent, donc participent à notre économie indirectement, etc., sont très fragilisées. Les femmes qu'on a poussées à un moment donné dans les temps partiels, etc., alors certaines le choisissent, mais d'autres, on a dit, mais oui, c'est bien pour faire un équilibre, puis qui se retrouvent avec des droits partiels lorsqu'elles perdent leur travail, etc., ou avec des revenus trop bas. On a vu ça beaucoup dans le Covid, mais on voit ça aussi dans une partie d'indépendants. On voit les enjeux de société de demain qui sont que, il faudrait faire du maraîchage de qualité, de la production de fromage de qualité, sauf que, par exemple, les maraîchers, ils crèvent de misère en général. Donc, ils sont extrêmement pauvres pour produire quelque chose de bon pour les autres, mais eux n'ont pas le retour. Mais ça, c'est pas parce qu'ils ne travaillent pas assez, ils travaillent tout le temps. C'est parce que l'accès à la terre est rendu difficile. C'est parce qu'il faudrait qu'ils soient soutenus au départ au niveau d'un salaire pour pouvoir, etc., etc. Donc, on a une multitude et une grande diversité aujourd'hui de gens qui sont très, très, très fragiles. Et j'ai envie de dire, ce qui est dramatique, c'est que dans des conditions comme dans la période du Covid, dramatiquement, il y a des personnes qui connaissent la pauvreté depuis tellement longtemps qui parfois ont moins ressenti les conditions du confinement, la perte de droits, etc. Parce que leur vie était déjà presque confinée avant. C'est-à-dire que, oui, ça n'a pas trop changé. On a une jeune fille, d'ailleurs, chez nous au réseau, qui a 25 ans et qui a voulu écrire un texte à destination des gens en disant, vous voyez ce que c'est la vie confinée, vivre dans un cot où il y a de l'humidité, ne pas aller au cinéma, manger au restaurant. Ne pas oser. Peu de gens qui vont au restaurant. C'est ça, refuser d'aller avec des amis parce qu'on sait qu'on va aller peut-être s'opposer pour boire un verre et c'est pas possible de le payer, etc. Donc elle explique ça très très bien, ce qui évidemment n'est pas du tout rassurant. Le fait que les gens, j'ai envie de dire, intègrent le trop peu de tout comme presque une normalité, et en se disant déjà, j'arrive à m'en tirer, ça ne va pas du tout. Et donc c'est là que l'État a son rôle à jouer à 300%, c'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que je veux, moi, pour la population, et comment je m'organise pour que ces droits soient légitimement accordés, qu'on arrête de faire peser sur ces populations une espèce de responsabilité individuelle du fait qu'ils creuseraient un trou dans les caisses de l'État parce qu'ils accèdent à ces droits. Non, un État qui décide d'organiser des droits, il doit en organiser l'accès et il ne doit en rien culpabiliser les gens de pouvoir en bénéficier. Vous épinglez l'État, mais on y reviendra. Non seulement il n'aide pas, pour le moment en tout cas, il rajoute des difficultés. On en parlera avec le statut de cohabitant dans quelques instants. Et je voulais revenir sur le Covid avec Laurence Noël. Vous parlez aussi, vous avez pointé un problème supplémentaire après cette vague Covid, c'est la dématérialisation aussi du recours, en tout cas des moyens. Expliquez-nous en quelques mots les difficultés supplémentaires. C'est clair, ça on l'avait déjà pointé dans ce rapport sorti en 2017. On avait clôturé par un chapitre qui avait émergé de cette enquête, qui pointait déjà le fait qu'en dématérialisation, l'accès aux services publics, on augmente le risque de non-recours. Mais là, évidemment, avec le Covid, il y a eu un double effet. C'est qu'à la fois les gens ont changé de statut parce qu'ils ont été mis au chômage, perdu leur boulot, tombés malades, etc. Et donc, ils ont subi à chaque fois un changement de statut. Mais aussi, les services publics ont été fermés, soit complètement, soit partiellement, pendant tout un temps. Et donc, là, la distance entre le citoyen et les services publics a augmenté. Et disons qu'il y a eu un effet accélérateur de plein de pratiques qui étaient déjà en cours depuis des années. Donc, on a numérisé, avec le e-government, on a numérisé toutes les données dans des services publics. Et donc, il y a des échanges de données qui sont faits entre les différentes instances de la sécurité sociale depuis des années. Et ces données sont traitées par des systèmes, des algorithmes, des applications, etc. Vous parlez le COVID, effectivement, vous mettez en évidence la force normative des algorithmes de contrôle sur les trajectoires de vie. C'est-à-dire, exactement. Mais ce qu'il y a, c'est avec des mots simples. Si je voulais juste terminer sur l'accès aux services publics, c'est important de dire que des services publics ont été fermés partiellement ou complètement, et que ça ne concerne pas du tout seulement un type de service public, ça concerne les communes, les CPAS, les mutuelles, les syndicats, les associations, et que plein de services étaient concernés. Et que même s'il y a eu des reprises partielles, ce n'est pas du tout un retour à la normale aujourd'hui, même s'il y a plus ou moins un retour à la normale. On n'y reviendra jamais, sans doute. En tout cas, il est clair que le mouvement est entamé. Des bureaux fermés, ça fait des économies aussi. Et dans les accords de gouvernement fédéraux, il est dit qu'on va accélérer la numérisation
numérisation. Et donc ce mouvement est entamé, il est de plus en plus fort, et il y a plein de gens qui sont complètement dépossédés de leur pouvoir de rendre leurs droits effectifs, même s'ils le veulent en fait. De prendre ses 2 pieds, d'aller au bureau, demander les infos et ne pas avoir d'ordinateur, de smartphone, sur lesquels on demande de mettre toutes nos applications. On ne se rend pas compte, mais beaucoup de gens ne l'ont pas. Mais là aussi, c'est pas qu'il ne faut pas le voir qu'à travers l'individu, parce qu'effectivement, la personne, comme pour le non-recours, il ne faut pas individualiser l'explication. Parce que la personne, effectivement, elle n'a peut-être pas tellement de compétences informatiques et pas de matériel. Ça, et le coût de connexion, ça coûte cher d'avoir une connexion Internet. Ça, c'est 3 choses. Mais c'est aussi au niveau des services, des procédures, de la complexification de la législation qu'il faut voir les choses. Et donc, quand la procédure prévoit qu'il faut demander en ligne un premier rendez-vous et puis se présenter et puis avoir un numéro d'utilisateur, un mot de passe, recevoir un QR code, etc., ce n'est plus possible. Il y a toute une série de gens, même des gens qui ont plein de compétences informatiques et numériques et IT et autres, qui ne se débrouillent déjà pas. Et donc, on ne peut pas demander, c'est disproportionné. En fait, en l'état, c'est déjà disproportionné ce qu'on attend des personnes au niveau des procédures et des démarches. Une intervention, Christine Mailly, je vois que oui, vous... mais j'opine du chef parce que c'est un élément très, très, très important qui a pris une proportion gigantesque. Et ce qui est, c'est qu'il y a la dématérialisation, mais aujourd'hui aussi, il y a des habitudes professionnelles qui ont été prises de télétravail et donc de travail à distance. Or, on sait déjà avant la période Covid qu'il n'y avait plus assez d'accueil inconditionnel dans presque tous les services. Que ce soit dans des CPS, se dire j'y vais au moment où je sens que j'ai la force. Je pousse la porte et quelqu'un va me recevoir. C'était déjà quasi inexistant. Dans les conditions, par exemple, de trouver des solutions sans-abrisme, vous avez plein d'endroits qui existent, mais où il y a des conditions précisément. Et donc, je veux dire, l'accueil inconditionnel avant Covid était déjà problématique. Aujourd'hui, ce qu'on risque d'avoir, c'est qu'il reste des acteurs de première ligne, y compris dans les CPS, je ne parle pas que du travail administratif, qui vont partiellement continuer du télétravail. Et donc, j'ai envie de dire qu'encore plus qu'avant, en fait, ce n'est plus le rythme de la personne qui va compter, c'est l'agenda du système. Alors, il n'y a pas à le reprocher individuellement aux travailleurs, il y a à se poser vraiment des questions d'évolution de cette société dans le fait d'avoir un rapport humain direct qui ne soit pas conditionné à un ensemble de règles qui sont celles du système et plus du tout de la personne. Or, lorsqu'on doit accéder à ces droits, c'est légitime de ne pas connaître toutes les législations. Forcément, puisqu'on vient poser des questions. Mais oui, on ne doit pas devenir... On ne demande pas à un prof de maths d'avoir inventé la formule. On lui demande d'enseigner. On n'a pas à demander à des gens qui ont besoin d'accéder à la sécurité sociale, au CPS, à des aides sociales, tout ça, d'en comprendre tout le dispositif. Ils doivent pouvoir venir, j'ai envie de dire, vierges de connaissances, et même avec un paquet qui est plein de nœuds. C'est à ça que ça sert. Je veux dire aussi, l'action sociale, l'intervention sociale, c'est aider les gens à défaire le nœud. Et là, moi, je crains qu'il reste des traces fortes et il va falloir se battre, y compris dans l'associatif, pour que ça ne devienne pas une formule de donner, par exemple, des formations à distance à l'écran, etc., d'avoir des actions d'éducation permanente, on va se demander comment les faire à l'écran, etc., parce qu'on parle des droits, mais on parle là de l'ensemble de la possibilité des citoyens de pouvoir être pris dans le débat public, de pouvoir être actifs, d'avoir le droit de poser des questions, de se tromper, d'être là, etc., etc. Laurence Noël. Oui, et je crois que les travailleurs de l'associatif sont vraiment mis en difficulté parce qu'il n'est même plus possible aujourd'hui de maîtriser l'ensemble de la législation de base pour les droits sociaux fondamentaux de base que pourrait demander une personne en difficulté, donc en précarité. Même eux ne savent même plus répondre. Ce n'est plus possible, c'est devenu tellement complexe, les procédures sont devenues tellement complexes et les moyens de répondre à ce qui est attendu, ce n'est plus possible. C'est vraiment extrêmement dur. Il faut demander aux assistants sociaux les plus seniors, les plus généralistes, les plus expérimentés, d'être à l'accueil pour pouvoir accueillir les personnes. Et c'est souvent pas le cas. Et alors, le problème, c'est que, y compris dans les services publics, là aussi, on met des personnes au front desk qui n'ont même pas, dans leur ordinateur, la réponse par rapport au dossier de la personne. Et donc, même les gens au front desk des services publics sont parfois eux-mêmes maltraités, puisqu'ils ne peuvent pas donner de réponse aux gens qui sont là. Et la réponse, elle est au service assurabilité, où il y a peut-être 3 personnes qui doivent gérer des centaines de dossiers. Et là, il y a aussi un problème à côté de la complexification et de toutes ces procédures numérisées. Et donc, il y a plein de niveaux d'explication. D'un côté comme de l'autre, on se retrouve dans dépossédés face à pouvoir répondre à la personne qui elle-même essaie même de rendre ses droits effectifs. Second volet de notre émission, quelques notes. La loi du statut de cohabitant est tellement injuste
puisque seuls ceux qui sont dans le besoin et qui bénéficient d'une allocation sont pénalisés, ne craignez-vous pas de voir apparaître des coachings pour déjouer vos contrôleurs? Ne serait-ce pas plus simple de supprimer cette loi sur le statut de cohabitant une fois pour toutes? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, second volet de notre émission sur ces quelques mots de Jean-Luc Pirot et des capsules qu'on peut voir sur Internet. On le dira tout à l'heure, on vous rappellera le site pour les visualiser, les visionner. Christine Mailly, ce mot, c'est non, supprimons ce statut de cohabitant. C'est quoi exactement aujourd'hui ce statut de cohabitant chez nous en Belgique ? Pour l'expliquer simplement pour les auditeurs, sans entrer dans trop de techniques, c'est le fait que lorsqu'une personne est marge à la sécurité sociale, donc est chômeur, en maladie à validité, pensionné mais bénéficiant d'un complément de la GRAPA, et hors de la sécurité sociale, bénéficiant du revenu d'intégration sociale, donc il y a une palette de droits, j'ai envie de dire que lorsqu'une personne bénéficie de ce droit, si elle va vivre dans la même maison, à la même adresse, avec une autre personne, par exemple, qui travaille, on va considérer que finalement, son allocation complète du chômage, par exemple, elle est trop élevée, on va lui raboter un morceau. On va considérer que l'allocation du revenu d'intégration sociale est trop élevée, donc elle est à 1040 €, je crois, pour le moment, on va descendre à 600 €. Donc il y a une conception qui est arrivée déjà, créée dans le temps des crises, dans les années 80, pour faire des économies. On va chercher l'argent un petit peu partout. Un peu comme si le bénéficiaire de la sécurité sociale ou bien de l'aide sociale faisait d'office des économies d'échelle quand il vit avec quelqu'un d'autre dans la même maison, mais autrement dit, c'est aussi il met des sous de côté, donc on va les lui prendre. Il est trop coûteux, quoi. Et donc on lui enlève une partie, attention, on lui enlève une partie d'allocations qui, pour beaucoup, sont encore largement en dessous du seuil de pauvreté, en plus. Sûr, oui. Donc, si on était encore avec des allocations de base totale qui étaient élevées, qui étaient, on pourrait encore se dire peut-être que quand on vit dans une même maison, en effet, on fait des économies d'échelle. Mais ici, on a des allocations de chômage, le revenu d'intégration sociale, etc., qui sont encore 100, 200, 300, ça dépend, euros en dessous du seuil de pauvreté, donc largement pas atteint, et on décide quand même de raboter un morceau. Donc nous, c'est ce qu'on qualifie en quelque sorte un vol par l'État dans la poche des plus faibles. Oui, vous parlez même d'organisation d'une injustice contributive. Oui, c'est véritablement l'organisation d'une injustice contributive. Si vous êtes dans une situation... Allez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes, mais parfois de moins jeunes aussi, qui ont recours à la cohabitation, au sens habiter sous le même toit à plusieurs, etc. Vous voyez beaucoup de jeunes travailleurs. Moi, j'en connais plusieurs, à Bruxelles, mais aussi en Wallonie. Ils se disent, je commence à travailler, etc. J'ai un revenu de base, on va louer une maison à 3, on aura chacun notre chambre, etc. L'État n'a pas dans la tête de venir dire je vais leur retirer un morceau à chacun des 3, parce que finalement, quand ils vivent ensemble, ils font des économies d'échelle. Pour peu qu'ils soient à 2 à travailler, et qu'il y a un jeune qui travaillait, par exemple, puis qui perd son boulot, il est chômeur, il va rester avec eux, lui, il va avoir un chômage raboté. Donc il va devenir, en quelque sorte, dépendant des autres, ou bien devant se trouver dans la débrouille. Et ce statut cohabitant, il affecte tout le monde, mais particulièrement les femmes aussi. Un grand nombre de femmes sont concernées par le statut cohabitant. C'est un vieux combat. C'est ça qui est dramatique. Il a presque 40 ans. C'est un vieux combat qui date de plus de 40 ans. Les mouvements féministes ont levé ce combat-là, etc. Et on est plusieurs à l'avoir soulevé. Maintenant, nous, on le remet à l'ordre du jour aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord parce que c'est véritablement un levier d'appauvrissement sévère de la population. Sévère. C'est de plus... c'est comme si on clouait les gens au pilori, je veux dire, de leur appliquer ce statut cohabitant. C'est comme si on leur reprochait quelque chose. On leur reproche d'aller d'émarger à la sécurité sociale. C'est totalement injuste. Mais aussi, ça empêche toutes les solidarités. Vous allez parfois après la crise Covid que nous avons vécue, les inondations de cet été en région wallonne, c'est déshumaniser encore un peu plus nos solidarités. Empêcher les gens d'être les uns à côté des autres et se serrer les coudes. Oui. Vous avez parfois une personne plus âgée qui vit dans une plus grande maison, dont une nièce, par exemple, est au chômage, elle pourrait l'accueillir chez elle. Elle risque de perdre son chômage et la personne âgée, si elle a le pension avec la GRAPA, elle risque de perdre un morceau de sa GRAPA. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, ont envie d'être solidaires avec des personnes qui sont dans la rue, etc. Vous avez des jeunes qui ont envie d'être solidaires entre eux, etc. Donc, supprimer le statut cohabitant, en plus, c'est
non seulement rendre une capacité de pouvoir d'achat, et je dis pas de riches, c'est simplement avoir des allocations complètes qui sont encore en dessous du seuil de pauvreté pour la majorité. Donc c'est augmenter un peu le pouvoir d'achat. C'est offrir des espaces de solidarité choisis par les gens. C'est avoir le droit d'aimer qui on veut, quand on veut, dans sa maison, parce que on n'aura plus peur qu'en étant dans le même lit à 2 chômeurs, quelqu'un vienne dire ils vivent à la même adresse, on va leur couper tous les 2 un morceau d'allocation. Donc je veux dire, c'est vraiment un prix de l'amour. Ça touche les personnes handicapées, ça touche l'ensemble du périmètre des gens touchés par la sécurité sociale. Mais si vous regardez même, vous allez me dire que le lien est lointain, mais si vous regardez même en termes urbanistiques, climatiques, etc., on a besoin aujourd'hui de densifier, mais de densifier correctement. C'est-à-dire que des gens trouvent du logement dans de bonnes conditions. Mais c'est une possibilité de densifier pour ceux qui choisiront, qui arrivent à vivre ensemble, qui se plaisent à vivre en communauté, etc., etc. Donc en fait, ça va à l'encontre de tout. En fait, ce statut de cohabitant va à l'encontre de tout ce que notre vie de demain pourrait nous offrir. C'est contraire à tout ce qu'il faut pour demain. C'est vraiment véritablement contraire à tout ce qu'il faut pour demain. Il reste 2 minutes 50, Christine Mailly. Et c'est ce que les intervenants ont demandé comme un moyen de simplifier les législations. C'est un moyen de lutter contre le non-recours, puisqu'en supprimant ce statut, on agit effectivement sur le revenu et en plus on simplifie toutes les législations. J'allais vous demander, Laurence Noël, c'est que ceux qui ont peur de ce statut de cohabitant, forcément, tombent en dessous des radars, se cachent, ne demandent plus de recours. Donc je suppose que ça imprime encore plus de non-recours. En tout cas, si on le supprime, c'est un vrai moyen de simplifier la législation, les vérifications, etc. Parce que être cohabitant au chômage n'est même pas la même chose. Ça n'a même pas la même définition que dans Alors, il reste 2 minutes 30, toutes les deux. Oui. Quelles sont les politiques de demain ? Quelles sont les grandes tendances qu'il faudrait appliquer ? Est-ce que les politiques vous écoutent ? Vous portez des voix. Laurence, vous êtes experte, vous étudiez largement ces phénomènes-là. Christine aussi, vous êtes sur le terrain et vous osez parler, vous n'avez pas votre langue en poche. Qu'est-ce qu'il faudrait comme impulsion ? On a l'impression que tout est dit, tout a été dit et vous le répétez encore. Écoutez, moi, pour le moment, nous, on se sert de l'impulsion des événements qui viennent de se passer. Le statut cohabitant a été supprimé dans le cadre de l'application du chômage temporaire, dans le cadre du coronavirus et aussi dans le cadre des inondations. C'est la preuve que l'autorité politique... Il a été réétabli depuis ? Non. Sur le chômage, jusqu'à présent, donc, sur le chômage cohabitant. Sur le chômage temporaire. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait du chômage temporaire dans ces réglementations-là. Mais c'est la preuve que le politique, il s'est dit tiens, les gens ne deviennent pas chômeurs par choix, etc. Forme d'aider. Et ici, on est arrivé à le faire supprimer dans le cadre des inondations pour que des personnes puissent reloger des personnes sinistrées, donc que un chômeur puisse accueillir quelqu'un. Et ça a été supprimé sur l'ensemble des matières de la sécurité sociale jusqu'à la fin de cette année. Mais c'est la preuve que l'autorité politique, elle a capté quand même que ça ne va pas, ce système-là. Donc c'est maintenant qu'il faut s'en saisir. Donc je dirais, c'est pas le seul combat, mais c'est un combat majeur. Parce qu'au-delà de ça, c'est un contrôle permanent sur la vie privée. C'est une intrusion permanente sur la vie privée. Et les fameux algorithmes dont parlait Laurence Noël, qui se recoupent. C'est un détournement surtout de la fonction des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux doivent se transformer en flics qu'ils ne veulent pas être pour vérifier si les gens sont cohabitants ou pas. S'il y a une brosse à dents qui traîne dans la salle de bain. Il y a à gagner sur tous les tableaux, même sur la qualité du travail social. Donc je veux dire, c'est une hérésie de laisser ce statut sur la table. Il n'y a sûrement pas que ça à faire, mais il y a au moins ça à faire. Alors, ce qu'il y a à faire aussi, c'est d'aller demain vous rejoindre, Christine, Laurence. Vous serez sans doute à Namur et environ pour la journée de lutte contre la pauvreté, avec beaucoup d'animations, n'est-ce pas, Christine Mailly ? Tout le programme est à voir sur le site internet, rappelez-nous. Oui, sur le site du réseau Wallon, donc rwlp.be. www.rwlp.be. Et alors, il y a des actions à Bruxelles, dans plusieurs localités de Wallonie, à Namur. Donc, ça bouge un peu partout ce 17 octobre. Et le 17 octobre, c'est jamais qu'une date emblématique pour dire cette pauvreté, elle n'est pas légitime, il faut l'éradiquer, c'est possible. Et les gens concernés sont là pour le dire. Laurence Noël, vous serez là aussi ? Oui, à Bruxelles, rendre visible l'invisible. Superbe. Merci à vous deux d'avoir été là pour nous parler de tout ça. Il y aura encore tellement de choses à dire. Mais vous reviendrez avec des bons chiffres, j'espère, des recherches fructueuses et de meilleures nouvelles. Dans un an, on verra. Merci en tout cas à vous deux, Laurence Noël et Christine Mailly, d'avoir été là ce soir. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous écouter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir.